Bonjour à tous, bonjour Annick. Je suis heureuse de vous retrouver dans un format inhabituel et nouveau pour l'IREO. En effet, face à la situation sanitaire actuelle et devant l'impossibilité pour vous de venir vous former à l'IREO a décidé de venir à vous pour continuer sa mission de formation et d'information. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place ces rendez-vous d'actualité webinaires qui dureront autant que la situation l'exige et peut-être même au-delà s'ils rencontrent le succès espéré. Vous êtes déjà plus de 110 à vous être inscrits à ce premier rendez-vous. On peut donc légitimement penser que ce format rencontre son public, ou du moins que nous répondons à un besoin. Besoin que nous allons essayer de satisfaire. Donc, bienvenue à ce premier rendez-vous d'actualité. Merci à Annick Maché d'avoir bien voulu ouvrir le bal avec un thème on ne peut plus d'actualité, Covid-19, reprise d'activité et droit de retrait des salariés. Et comme tout premier rendez-vous, Annick et moi-même sommes très fébriles et impatientes de partager avec vous ce moment, et nous vous remercions par avance de votre attention. Mais avant de lui céder la parole, je souhaite vous donner quelques indications pour le bon déroulement de ce webinaire. Un onglet questions est à votre disposition pour poser toutes les questions que vous souhaitez durant l'intervention d'Annick Maché. Ces questions seront compilées par moi-même durant le temps de l'intervention et seront posées à la fin du webinaire. Nous allons essayer d'y apporter toutes les réponses quand cela est possible, mais notez bien que nous ne répondrons pas aux questions personnelles traitant de votre situation en particulier. Un chat est à votre disposition que nous vous remercions d'utiliser avec bienveillance. Tout débordement conduirait à une exclusion immédiate du webinaire. Enfin, je vous informe que ce webinaire sera disponible en relecture dès la fin de cet enregistrement. Vous recevrez d'ailleurs un mail vous permettant de réécouter autant de fois que vous le souhaitez cette première session. Je laisse la parole à Annick Maché et je vous dis à tout de suite sur le chat ou sur le forum des questions. Voilà, merci beaucoup Muriel et puis bonjour à tous. Vraiment ravie de vous retrouver sur ce webinaire organisé par l'IREO sur un thème effectivement d'actualité, période inédite qu'on vit avec cette crise sanitaire, période vraiment d'incertitude. On est tous à s'interroger effectivement sur cette situation plus que bouleversée, à la fois d'un point de vue santé sanitaire, d'un point de vue économique, quel va être notre devenir, puis d'une manière générale, ça va être quoi la vie finalement après cette période ou au cours de cette période. Beaucoup d'incertitudes aussi sur le droit qui évolue et qui s'adapte à cette période particulière. Alors, on a voulu commencer cette série de webinaires en parlant du droit de retrait et on a souhaité vraiment vous donner un panorama de la question, alors qui ne sera pas exhaustif, en 30 minutes, 30 à 40 minutes, on ne peut pas aller dans un détail monstre, mais l'objectif, c'était véritablement de mettre en exergue certains points de vigilance et puis aussi de nous permettre d'organiser notre réflexion sur le sujet pour anticiper l'attitude, la bonne attitude ou la meilleure attitude possible dans cette période de pré-reprise de l'activité. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va regarder le droit de retrait du point de vue du salarié. C'est-à-dire, on aurait pu le regarder du point de vue des IRP, du point de vue judiciaire, etc. C'est pas l'optique qui a été choisie. On va véritablement essayer de se placer dans le cadre du salarié. Alors, il va y avoir un support que je vais ouvrir qui va nous permettre de suivre, qui vous sera donc, comme l'a dit Muriel, adressé ou que vous pourrez télécharger. On a voulu avoir un support qui soit le plus synthétique possible. Donc, ce qui va faire que je ne vais pas avoir vocation forcément à commenter tous les points qui sont dans ce support, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, vous y référer. Encore une petite précision sur la forme, c'est que vous allez voir qu'il a été organisé avec un mode couleur, c'est-à-dire que les points principaux d'information vont être mis en noir. Et puis, quand il y aura une question, parce que ce sera essentiellement des questions qui vont avoir trait à cette période de Covid-19, eh bien, on a pris un code couleur bleu et puis également cette petite représentation graphique ici en rouge du coronavirus. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on est effectivement dans un contexte particulier lié à l'état d'urgence sanitaire.
Le droit de retrait, vous le savez, ça permet aux salariés, aux travailleurs, devrais-je dire, de quitter son poste de travail ou de ne pas s'y installer, et ce, sans l'accord de l'employeur, c'est-à-dire sans respecter les directives de l'employeur qui sont habituellement de ses prérogatives. Alors, ce droit de retrait, il n'est pas nouveau, il existe depuis 1982, et il s'appliquait, je dirais, dans une situation de travail que nous, on va appeler ici habituelle, c'est-à-dire avant crise sanitaire. Et donc, on a eu, au fur et à mesure des années, un contexte juridique qui s'est bâti autour d'un certain nombre de conditions pour l'exercice de ce droit de retrait qui a apporté un certain nombre d'effets. Toute la question qui va se poser là actuellement, c'est de venir dire cet arsenal juridique, qu'est-ce qui devient quand on est dans le cadre de cette crise sanitaire où les activités et les organisations des entreprises sont complètement bousculées, qu'est-ce que ça va vouloir dire que d'apprécier ce droit de retrait avec les matériaux juridiques qu'on avait à notre disposition jusqu'alors. Donc, situation exceptionnelle qui apporte des questions, qui appelle des questions. En voici un certain nombre, et puis j'espère que vous aurez que vous en poserez également beaucoup pour la fin de cette présentation. Par exemple, est-ce qu'un salarié peut refuser de reprendre le travail s'il estime que l'employeur n'a pas suffisamment pris de mesures de protection sanitaire dans le cadre du plan de déconfinement partiel? Est-ce que, par exemple, je peux, moi, exercer mon droit de retrait si un de mes collègues, par exemple, néglige d'appliquer des gestes barrières qui sont pourtant d'actualité dans mon entreprise? Est-ce qu'à l'avenir, on va avoir des conditions spécifiques ou supplémentaires qui vont être liées à ce droit de retrait? Donc, plein de questions. Il y aura surtout des questions, pas forcément beaucoup de réponses, mais en tout cas, c'est des guides qu'on va essayer de vous présenter ici. Qui dit situation exceptionnelle dit également réactions diverses. Vous avez peut-être suivi dans l'actualité ce qui s'est passé chez Amazon. Vous avez peut-être suivi aussi la question de la mise à pied d'un inspecteur du travail par le ministre du Travail, inspecteur du travail qui avait poussé effectivement, en tout cas, ou qui avait rappelé les règles du droit de retrait. Donc, on a une espèce de frilosité, je dirais, par rapport à l'exercice de ce droit de retrait, et on peut se poser la question, et c'est qu'une question qui est ouverte, est-ce qu'on ne va pas aller vers une remise en cause de ce droit de retrait? Et en tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir à la lecture des questions-réponses du ministère du Travail, puisque la ministre du Travail a précisé « La seule circonstance que je sois affectée à l'accueil du public ne suffit pas à considérer que je justifie d'un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait. » Ça veut dire que la crise sanitaire n'est pas considérée comme en soi étant un motif légitime, en tout cas du point de vue du ministère, ce qui ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, mais du point de vue du ministère, c'était déjà l'attitude qu'elle avait lors de pandémies beaucoup plus réduites, par exemple la pandémie grippale de 2009 ou lors de la canicule de 2006, c'était un peu la même position qu'avait pris le ministre du Travail. Il faut bien voir que le ministre du Travail va avoir, par les circulaires, par les questions-réponses, simplement une interprétation de la situation. Le ministre du Travail ne fait pas le droit en tant que tel. Il est là, en fait, pour faire appliquer le droit. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne va pas aller vers une responsabilité, vers une limitation de la responsabilité civile et pénale de l'employeur? En tout cas, c'est des débats qui font florès sur les médias, mais également en branche, où on a effectivement des partenaires sociaux qui viennent discuter de cette question, de venir dire, moi, employeur, je veux bien prendre ma quote-part de responsabilité liée à l'activité de l'entreprise, mais je ne suis pas finalement responsable de la situation de Covid-19. Donc, voilà, il y a tout un débat qui est en train de se faire par rapport à ces questions-là. L'état d'urgence sanitaire, période exceptionnelle aussi, parce qu'on a véritablement pléthore de textes. Vous savez que depuis le 24 mars et jusqu'au 24 juillet, voire éventuellement au-delà, on a eu des textes d'exception qui ont été ouverts avec la loi du 23 mars, qui autorise le gouvernement à prendre un certain nombre d'ordonnances. 43 ordonnances, dont déjà certaines, je crois qu'il y en a aux environs de 25 qui ont déjà été prises au jour d'aujourd'hui. On a des décrets d'application, on a des guides métiers qui ont été faits par le ministère du Travail et qui sont complétés par des guides métiers branches. On vient de découvrir le 3 mai le protocole national de déconfinement. Enfin, en ce moment, on a effectivement vraiment une profusion de textes qu'il faut essayer d'appréhender et dont il faut essayer de prendre la mesure, ce qui n'est pas forcément facile.
On en attend une là aussi. Vous savez, un projet de loi qui va venir étendre cette première période à la période de déconfinement progressif. Alors, si on revient au niveau du droit de retrait, en tout cas, ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, on va partir de ce constat-là, c'est que la crise sanitaire, elle n'implique pas nécessairement un exercice légitime du droit de retrait. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, qu'il y a beaucoup d'angoisse. Il va falloir qu'on reprenne le travail, lorsque ça va être possible, en pensant, ben voilà, je vais prendre des transports en commun. Est-ce que je ne vais pas être exposée au Covid-19? Qu'en est-il de ma santé? Mais qu'en est-il aussi de la santé de mes proches? Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une inquiétude et une angoisse latente qui est vraie dans toute la société civile et dans les milieux professionnels. Donc, l'idée ici, c'est de venir dire la crise sanitaire, peut-être qu'elle va avoir une influence. Le tout, ça va être de mesurer un petit peu son impact. Mais en soi, ça ne va pas nécessairement légitimer l'exercice du droit de retrait. Mais ça ne va pas non plus l'effacer. Et il va falloir ici rechercher, à partir d'un arsenal juridique, comment est-ce qu'on va pouvoir positionner et tourner finalement, comme un petit peu avoir le droit de retrait en 3D, et puis essayer de tourner autour pour voir un petit peu comment se l'approprier dans cette période un petit peu particulière. C'est pourquoi il faut repartir un petit peu sur le cadre juridique que je vais rappeler rapidement. Pour beaucoup de personnes, ce sera un rappel. Je le disais tout à l'heure, le droit de retrait a été instauré en 1982 dans le but d'associer chaque travailleur à une démarche de prévention en lui reconnaissant un droit de retrait. Et quand on va chercher dans le Code du travail à la partie 4 qui concerne santé et sécurité au travail, on voit que dans le titre 2, on parle des principes généraux de prévention qui vont déterminer des obligations de l'employeur, mais aussi des obligations des travailleurs, tout en permettant l'exercice de certains droits pour les salariés au regard du droit d'alerte et du droit de retrait. Alors, quand on reprend les obligations pour les entreprises, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'employeur prend les mesures, c'est-à-dire doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va devoir implémenter cette obligation en termes d'action de prévention, en termes d'action d'information et de formation, et en mettant en place une organisation et des moyens adaptés. Pour sa part, le salarié, lui, le Code du travail précise que chaque travailleur doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes, sachant que cette obligation qui pose sur le salarié n'a pas vocation, selon l'alinéa 3, à remettre en cause la responsabilité de principe de l'employeur. C'est donc à partir de ces matériaux-là qu'il va falloir aller regarder le mécanisme et les enjeux du droit de retrait qu'on peut positionner à deux niveaux. L'appréciation du droit de retrait, c'est une situation qui va être factuelle, en situation de travail, qui va donc d'abord, à un premier niveau, ressortir de l'appréciation du salarié et de l'employeur. Et à un deuxième niveau, puisque ce droit de retrait qui va être exercé et apprécié va se faire sous le contrôle a posteriori des tribunaux. Ça veut dire que ici, les débats qui vont avoir lieu au niveau de l'entreprise vont potentiellement être revalidés ou non par le juge, mais à l'occasion d'un contentieux. C'est bien un contrôle a posteriori qui se fait. Quand on reprend, et je vais aller assez rapidement, ce mécanisme et ses enjeux, donc au premier niveau, comment est-ce que ça se positionne? Le salarié peut exercer un droit de retrait s'il estime qu'il y a un risque pour sa santé et sa sécurité et celle des autres, en présence d'un danger grave et imminent dont on va déterminer tout à l'heure un peu les contours. Et ce droit de retrait, donc d'arrêter le travail, c'est ça véritablement, d'arrêter le travail de sa propre initiative est corrélé, et on en parlera aussi, à un devoir d'alerte. Dès lors que le salarié est dans l'exercice de ce droit de retrait, eh bien, il va continuer à percevoir sa rémunération en dépit du fait qu'il ne travaille plus. Vous savez qu'il y a un adage en droit qui dit que quand on travaille, on a une rémunération. Pas de travail, pas de rémunération. Comme on est ici dans l'exercice d'un droit de retrait, la rémunération est due et l'employeur ne peut pas sanctionner le salarié pour avoir arrêté de manière intempestive le travail. De son point de vue, au niveau de l'employeur se voit reconnaître juridiquement parlant un pouvoir dit de direction, d'organisation et de contrôle. C'est bien l'employeur qui va déterminer les orientations stratégiques, qui va déterminer les modalités d'organisation matérielle, financière et humaine pour pouvoir remplir son objet social
et qui va disposer d'un pouvoir de contrôle par l'exercice d'un pouvoir disciplinaire qui lui permettra éventuellement de sanctionner, dans un cadre juridique bien sûr, de sanctionner le salarié qui ne respecterait pas son organisation, puisque ça ne permettrait pas de remplir les objectifs qu'on s'est assignés au niveau de l'entreprise. Sauf que ce pouvoir, ce n'est pas un pouvoir arbitraire, il est corrélé à une notion de responsabilité civile et pénale, qui est sous-tendue par l'obligation de sécurité que je mentionnais tout à l'heure, une obligation de sécurité qui va s'illustrer au regard d'une obligation de prévention. C'est-à-dire que l'employeur va devoir, au vu de l'organisation qu'il veut mettre en place, s'interroger et mettre en place un certain nombre de moyens pour tenir compte des impératifs de santé et de sécurité des salariés. Cette obligation de sécurité va l'obliger à véritablement prendre des actions qu'il va dérouler au regard des 9 principes de prévention, qui sont d'éviter les risques, d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de mettre en place une organisation adaptée, de privilégier des équipements de protection collective avant des éléments de protection individuelle, etc., etc. Donc là, on va être avec vraiment une finalité complètement différente qui va faire que peut-être l'employeur va regarder l'absence d'activité du salarié comme étant une faute qu'il va sanctionner, alors avec l'échelle des sanctions telle qu'elle est prévue par le règlement intérieur. Ça peut aller d'un avertissement à un licenciement, voire à un licenciement pour faute grave. Et il va se dispenser du coup aussi du paiement de la période correspondante. Alors attention, pas pendant l'exercice du droit de retrait, mais en tout cas, c'est une fois après avoir jaugé finalement la situation, c'est le parti que peut prendre l'employeur. Tout ça, ça va se faire, je le disais tout à l'heure, sous le contrôle a posteriori du juge. Donc, 2 hypothèses. Une fois que le juge va se voir présenter un certain nombre d'éléments, et c'est là qu'il va falloir être avisé, soit la sanction, elle va être reconnue comme légitime et on va en rester là, soit la sanction va être reconnue et légitime, c'est-à-dire qu'on va considérer que le juge va considérer que le salarié a exercé de manière légitime son droit de retrait. Et là, la sanction, elle est particulièrement importante pour l'employeur, puisque cette sanction, c'est la nullité. C'est-à-dire, ça veut dire que la sanction est censée n'avoir jamais existé. On remet un petit peu les choses en l'état, ce qui veut dire que si, par exemple, la sanction va jusqu'à un licenciement, eh bien, le salarié qui s'est vu reconnaître l'exercice de son droit légitime de son droit de retrait par le juge va pouvoir imposer à l'employeur une réintégration dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à ce droit de retrait, le salarié effectivement est pris dans une injonction paradoxale qui est celle de se protéger et de protéger les autres et en même temps de se soumettre à l'autorité de l'employeur. Et on va être finalement dans une espèce de jeu où il va y avoir la protection de l'individu, du salarié, versus, je dirais, pouvoir disciplinaire, ce qui pour le salarié veut dire qu'il peut se mettre dans une position d'insubordination. Et comment est-ce qu'on va finalement apprécier ces deux éléments-là? Alors, le droit de retrait est prévu aux articles L41-31-1 du Code du travail. Je ne vais pas le relire en entier, juste pour bien remettre en tête le premier alinéa, puisqu'on va travailler sur ces matériaux-là maintenant, où on nous dit « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa sécurité, ou celle des autres, ou s'il y a effectivement une défectuosité dans les systèmes de protection. » Alors, ce droit de retrait, parce que c'est important de repartir sur le cadre juridique pour essayer de se remémorer déjà dans quelles conditions on peut le faire, et puis quelles précautions particulières il va falloir prendre dans cette période particulière. Au niveau des entreprises, le droit de retrait va avoir vocation à s'appliquer dans le secteur privé et dans le secteur public. Je sais qu'il y a des agents de la fonction publique qui sont sur cet appel. Alors, secteur public, sauf certains arrêtés spécifiques, je ne reviens pas là-dessus, mais retenons effectivement que c'est ouvert au secteur privé et public et que c'est ouvert aussi à tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, CDI, CDD, temps complet, temps partiel, mais également des salariés temporaires, des stagiaires qui ne sont pourtant pas liés par un contrat de travail. Et d'une manière générale, toute personne qui est placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur, s'avisant par exemple les salariés qui sont mis à disposition par une entreprise extérieure. C'est important parce que, voyez-vous, le droit de retrait parle de la notion de travailleur et pas uniquement de salarié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va envisager
l'entreprise, non pas sous l'angle de relations purement juridiques, contractuelles, mais qu'on va le regarder comme étant une communauté de travail devant déployer une certaine activité tout en assurant la santé et la sécurité des agents sur le terrain. Alors, c'est important, du coup, de rebalayer les conditions très strictes, finalement, de ce droit de retrait. Et il y en a donc qui vont tenir aux salariés et d'autres qui vont tenir à l'entreprise. 7 pour le salarié, 3 pour l'entreprise. On va les reprendre. Alors, je ne vais pas les développer forcément de manière égale, hein, vous les reprendrez. Mais c'est important de venir dire, finalement, moi, salarié, là où j'en suis, avec mon activité, avec les risques habituels, avec les risques supplémentaires liés à la période de déconfinement, à quoi est-ce que je dois être vigilant, à quoi est-ce que je dois faire attention. Première condition qui tient aux salariés, donc d'abord, le droit de retrait, c'est bien un droit individuel. Même si c'est exercé, par exemple, par un service complet, même s'il y a 50 salariés qui exercent un droit de retrait, on va bien avoir 50 droits individuels de droit de retrait et non pas un droit collectif au droit de retrait. Ça veut dire que la responsabilité de l'appréciation de la situation va bien relever de l'individu. Deuxième chose, le droit de retrait, c'est une faculté, c'est-à-dire le Code du travail vient me dire le salarié ou le travailleur peut se retirer, ça veut dire qu'il peut très bien ne pas le faire, et là, ça renvoie bien à l'appréciation subjective de la situation par le travailleur. On va retrouver ça au titre d'une condition supplémentaire vers laquelle je m'achemine. Deuxième grande condition qui tient aux salariés, c'est qu'on doit avoir un travail effectif, on doit être sur le terrain. Attention, pas d'exercice de droit de retrait si le contrat de travail est suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire que le contrat de travail est suspendu? Ben voilà, j'ai arrêté mon travail effectif parce que je suis en maladie, parce que je suis en accident du travail, ou en congé payé, ou en RTT, ou en période de préavis non effectuée. Ce qui veut dire qu'actuellement, dans la situation, si je suis en chômage total partiel ou en chômage partiel, alors où il y a néanmoins une activité résiduelle qui est restée, je pourrais exercer mon droit de retrait si je suis en activité réelle, mais pas si je suis dans une situation de chômage partiel. De la même manière, si je suis en arrêt maladie Covid-19 pour garde d'enfants, ben, a priori, je ne vais pas pouvoir exercer mon droit de retrait parce que je ne suis pas en situation. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que avec ici la crise du Covid, on a beaucoup de personnes qui ont été amenées à travailler en télétravail et quelquefois de manière urgente. Alors, le télétravail, vous le savez, c'est la décentralisation de l'activité du salarié rendue possible par l'utilisation des moyens informatiques. Alors, avant la crise sanitaire, le télétravail, quand c'était possible, était un mode d'organisation du travail qui généralement était anticipé, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit dans le cadre d'une charte d'entreprise, voire éventuellement par un agrément entre le salarié et l'employeur. On va dire que peu ou prou, on avait relativement un cadre qui déterminait ce mode d'organisation du travail. Avec la crise sanitaire, finalement, on se rend compte que le télétravail est resté un mode d'organisation du travail, mais c'est devenu aussi une mesure de prévention en soi. Et ça va changer un petit peu la nature finalement de cette situation de télétravail. Alors là aussi, crise sanitaire, il faut distinguer finalement deux sous-périodes. Une première période qui était l'entrée dans la période de confinement absolu, où là, il y a eu vraiment une mesure d'urgence, où tout le monde a pris son ordinateur, etc., pour essayer d'aller travailler au mieux, et tout ça s'est fait un petit peu dans l'urgence et pas à pas. Je ne vais pas m'appesantir sur cette phase finalement qui est passée, mais plutôt pour envisager ce qui va se passer dans la deuxième phase de déconfinement partiel. En tout cas, on peut se poser la question de ce droit de retrait et de comment est-ce que on va apprécier tout ça dans la situation de cette crise sanitaire qui se prolonge et d'un télétravail qui risque de se dérouler en mode dégradé et donc d'avoir une incidence sur la santé physique et sur la santé mentale du salarié. Sur la santé physique,
j'entendais un témoignage d'une salariée qui venait dire la chose suivante: je travaille dans un petit appartement, je laisse les bureaux à mes enfants pour qu'ils puissent faire leur travail scolaire. Pour ma part, je travaille comme je peux, et ce que j'ai trouvé, c'est de pouvoir m'installer sur la planche à repasser, et puis j'essaye au mieux de pouvoir travailler, mais je sens qu'au fur et à mesure, j'ai mal au dos, j'ai peur de pas être au maximum de ma forme, etc., etc. Donc, en tout cas, il va falloir le regarder dans la période qui vient. Et en tout cas, j'ai bon espoir et que ça va se passer par le dialogue social et qu'il y aura des débats qui vont intervenir sur cette question-là au fur et à mesure qu'on va normaliser, je dirais, cette mesure de prévention, mais aussi mode d'organisation qu'est le télétravail. L'autre condition qui est liée effectivement à ce danger, à ce droit de retrait, c'est une situation de danger grave et imminent. Alors, vous savez qu'on n'a pas de définition de ce danger grave et imminent, que c'est a priori un cadre objectif. On a une interprétation par une circulaire ministérielle qui nous dit que le danger grave, c'est un danger qui paraît entraîner la mort ou une incapacité permanente, temporaire ou prolongée. Vraiment, l'idée du grave, voilà, c'est pas très précis, hein, ça va relever après des tribunaux, cette appréciation. Et ce danger doit être aussi imminent, c'est-à-dire se réaliser brusquement et dans un délai rapproché. Alors, et c'est pas l'objet ici hein, de retracer un petit peu toute la jurisprudence, mais en tout cas, si on prend la notion de danger, on peut dire que c'est globalement une situation qui nous expose à des risques. Et ces risques, ce sont quoi? Ce sont des risques d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Alors, vous savez que le Covid-19 a été reconnu comme maladie professionnelle, mais pour les seules professions de santé. Qu'est-ce que ça va devenir à l'avenir? On ne le sait pas vraiment. Mais quand on parle de danger, au-delà du risque d'accident, ça vise aussi des situations de nuisance, donc pour lesquelles les tribunaux sont venus donner là aussi un certain nombre d'indications qui vont viser des conditions de travail, on va dire, extérieures. Il y a eu de la jurisprudence sur des vapeurs nuisibles, des bruits excessifs, l'insalubrité. Toujours finalement une situation particulière, hors norme. Mais ça peut être aussi des conditions propres aux salariés. Par exemple, si j'ai une allergie à certains produits chimiques, les tribunaux avaient reconnu que je pouvais exercer un droit de retrait si l'employeur voulait me faire travailler ou me faire continuer de travailler sur un poste qui présentait un risque en raison de cette allergie personnelle. Ces nuisances, elles sont aussi non habituelles, c'est-à-dire que les tribunaux prenaient soin jusqu'alors de regarder qu'est-ce qui a justifié là, à ce moment-là, au jour d'aujourd'hui, à la minute où j'exerce mon droit de retrait, qu'est-ce qui était différent par rapport à la situation dans laquelle j'étais la semaine, les mois précédents. Donc ici, on va ajouter un ingrédient supplémentaire qui va être lié à cette situation exceptionnelle, voilà, pour laquelle on n'a pas pour l'instant d'éléments concrets et qu'il va falloir travailler au regard de ce contexte qu'on rappelle ici. Et ces nuisances, donc elles impactent la santé physique, on l'a vu, mais aussi la santé mentale. C'est vrai que ça a été utilisé beaucoup dans des risques d'agression, mais la notion de santé mentale a finalement aussi un petit peu élargi l'appréciation du caractère imminent dans l'appréciation du danger grave et imminent, puisque la santé mentale peut aussi s'inscrire sur une certaine durée. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ça, c'est pas tout à fait le débat, je voudrais continuer un petit peu là-dessus. Alors, une condition fondamentale, c'est que ce cadre objectif de situation de travail va donner lieu à une appréciation subjective. C'est vraiment la notion pivot de ce droit de retrait, puisque le Code du travail nous dit il faut que le salarié ait un motif raisonnable de penser qu'il y a danger pour lui-même ou pour les autres. Et ce motif raisonnable, cette appréciation subjective, elle va prendre en compte finalement des éléments matériels, des éléments psychologiques, et des données propres à chaque travailleur. Prise en compte d'éléments matériels, oui, quand on va reprendre le travail, est-ce que dans mon entreprise, il va y avoir le respect des distances de socialisation? Est-ce qu'on va respecter les fameuses jauges par espace ouvert, vous savez, qui font qu'on doit disposer d'un espace autour de soi de 1 mètre, ce qui fait 4 mètres carrés par personne? Est-ce que l'employeur a reçu des masques si c'est nécessaire? Est-ce qu'il a mis en œuvre le gel hydroalcoolique, etc., etc.
Donc ça va être les éléments matériels, comment on va le flux aussi d'activité, le flux de circulation dans l'entreprise, les gestes qui étaient habituellement faits. Donc ça va reprendre ça. Les éléments psychologiques, c'est véritablement le point de vue du salarié. Est-ce que j'ai pu raisonnablement penser que là, j'étais dans une situation de danger grave et imminent? Et vous voyez que ça va être effectivement très, très difficile d'y répondre comme ça dans l'absolu, puisque ça va être une question d'appréciation sur le terrain. J'y reviens tout de suite après. On va voir l'importance peut-être du droit d'alerte pour venir un petit peu au secours de qu'est-ce que ça veut dire j'ai pu raisonnablement penser que j'étais dans une situation de danger grave et imminent. Et puis, troisième élément, c'est l'appréciation de données propres à chaque travailleur. Oui, on va regarder l'âge, l'ancienneté, l'état de santé, l'expérience du salarié, l'ambiance de travail. Bref, on va regarder finalement tout ce contexte extérieur et cette appréciation intérieure c'est un petit peu une espèce de météo finalement, à la fois intérieure et extérieure qu'il va falloir faire pour apprécier ce droit de retrait. Ce droit de retrait qui n'est soumis à aucun formalisme particulier, il n'y a pas de procédure particulière exigée. On ne pourrait pas, dans un règlement intérieur d'entreprise, par exemple, venir le soumettre à des phases particulières d'implémentation. Mais en tout cas, ce droit de retrait est corrélé dans le Code du travail, on l'a vu tout à l'heure, avec un devoir d'alerte de la part des salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment est-ce qu'on va exercer ce devoir d'alerte? Ça va être fait a priori avant ou en même temps auprès de l'employeur, c'est-à-dire auprès de son N+1, de son N+2. Donc, je vais arrêter le travail et en même temps, je vais aller prévenir que je suis dans une situation de danger grave et imminent. Cela dit, c'est bien un devoir d'alerte, c'est-à-dire que le Code du travail ne l'a pas posé comme une condition préalable à l'exercice du droit de retrait, puisque les tribunaux ont même reconnu qu'il y avait un droit de retrait de fait qui pouvait être exercé, même si, puisque vous savez que les tribunaux répondent toujours à une situation bien précise, eh bien, même si le défaut d'alerte a pu parfois être considéré comme fautif. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un terrain mouvant auquel il faut faire attention. Et faire attention, ça va être justement, peut-être, en tout cas, c'est une ouverture qu'on vous propose, de peut-être valoriser véritablement ce devoir d'alerte. Pourquoi? Parce que finalement, ce devoir d'alerte, on va peut-être l'utiliser comme un moyen de prendre conscience de la situation du salarié. Je parlais tout à l'heure d'une météo interne et externe. Oui, je peux être simplement inquiet, par exemple, à reprendre mon travail, ou je peux sentir finalement un moment d'angoisse, voire de panique qui me submerge. Donc, il va y avoir toute une émotionnalité propre à l'individu qui va être aussi en jeu parce que confronté à un contexte extérieur particulier. Donc, exercer le droit d'alerte, peut-être qu'il faut véritablement apporter un soin particulier pour essayer d'apprécier et d'analyser la situation et en tout cas essayer de mettre des mots sur son expérience. Ça va permettre peut-être, en tout cas, ou ça va faciliter une action avec discernement. Et donc, on serait avec ce devoir d'alerte un peu dans un formalisme que le travailleur s'imposerait, hein, c'est bien du conditionnel volontairement, c'est-à-dire que ça serait plutôt une attitude, et donc où effectivement, en tout cas, c'est intéressant d'y penser, c'est de formaliser finalement par un écrit. Alors, ça peut être par un courrier, mais ça peut être aussi par un mail, ça peut être par un SMS, ça peut être par un registre, qui permettra de venir dire, voilà, moi, dans cette situation-là, je pense que je suis en danger grave et immédiat. Peut-être que oui, peut-être que non, mais moi, en tout cas, voilà ce que je ressens au vu de tel ou tel premier élément. Et puis, formaliser, peut-être aussi, ça peut être l'occasion de faire état de son souhait d'information. Parce que peut-être qu'on est dans un état émotionnel sous pression, on est tous sous pression. Enfin, je veux dire, c'est la situation aussi qui veut ça. Donc, peut-être aussi de l'indiquer à ce moment-là. Et puis, quand on parle effectivement d'un devoir d'alerte auprès de l'employeur, il ne faut pas non plus oublier qu'on n'est pas seul dans l'entreprise, on le verra tout à l'heure, en tant que salarié, qu'on a aussi des représentants du personnel et des acteurs externes en santé et sécurité, par exemple, comme les services de santé au travail. L'autre condition qui tient ici aux salariés, je vais un petit peu plus vite, c'est que, effectivement, c'est pas parce que moi je vais exercer mon droit de retrait que je dois faire prendre des risques à des tiers, ce qui, là aussi, peut-être milite et peut être vu comme une raison supplémentaire de valoriser le droit d'alerte. Le droit d'alerte, c'est finalement, on peut le concevoir comme un temps d'arrêt qui va permettre d'apprécier ma météo interne, l'environnement,
à la fois matériel, mais aussi humain. Alors c'est sûr, hein, tout ça, ça va se faire très très vite, hein, je ne suis pas naïve, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'il faut envisager chacun pour soi. Rapidement, c'est pas nouveau, autre condition, attention, si on exerce son droit de retrait, on reste à la disposition de l'employeur. On ne quitte pas l'entreprise, on n'est pas maître d'une nouvelle organisation du travail qu'on mettrait en œuvre comme ça. Le droit de retrait, c'est la possibilité simplement de s'extirper d'une situation dangereuse. D'ailleurs, vous savez que l'employeur a la possibilité, pendant le temps de ce droit de retrait et d'une investigation plus poussée, de me muter temporairement sur un autre poste en relation avec ma qualification. Alors, au regard de ça, est-ce qu'on doit encourager un collègue à exercer son droit de retrait parce qu'on estime que pour lui, il y a un danger grave imminent? Prudence, on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est bien le salarié qui est titulaire de son appréciation, mais aussi de la responsabilité de son acte. Je ne reprends pas le débat protection de la santé versus acte d'insubordination. Et puis, la deuxième question qu'on peut se poser actuellement aussi, c'est comment est-ce qu'on va concilier, entre guillemets, la non-assistance à personne en danger, parce que moi, je suis conscient peut-être d'un risque que prend mon collègue, et en même temps, cette non-ingérence dans l'exercice individuel du droit de retrait. En tout cas, on milite ici pour véritablement en faire un débat collectif. Et peut-être que toute cette situation de crise, et plus particulièrement cette position de droit de retrait, va donner lieu non seulement à une interprétation individuelle, mais il va falloir l'étendre et véritablement adresser des questions de santé et de sécurité qui, peut-être, dans les entreprises, avaient été mises un petit peu sur le côté jusqu'alors. Pour l'employeur, je ne reprends pas les deux premières conditions qui regardent un petit peu comme dans un miroir celles qu'on a vues pour les salariés. Donc, pendant l'exercice du droit de retrait, l'employeur ne peut pas demander au salarié de reprendre son activité, en tout cas sur le poste ou dans la situation qui fait problème. Et donc, bien sûr, l'employeur doit payer et ne pas sanctionner le salarié. La troisième condition est beaucoup plus importante, c'est que l'employeur doit prendre des mesures de sécurité et donner des instructions adéquates aux salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en premier lieu, l'employeur va devoir respecter son obligation de sécurité. Donc, il va falloir qu'il prenne des actions, des mesures. Il va falloir, par exemple, l'employeur va pouvoir trouver dans cette source abondante sur le ministère du Travail, sur le site de l'INRS, auprès des médecines du travail, auprès de la branche professionnelle, la manière de mettre en place des mesures de sécurité. Il va falloir qu'ils mettent à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels avec les représentants du personnel au regard de la situation du Covid-19 pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir anticiper les situations. Il va falloir qu'il élabore un plan de reprise, pas simplement économique, mais également un plan de reprise qui reprendra les données de santé et sécurité, en s'appuyant, pourquoi pas, sur le protocole national de déconfinement, qui donne quand même des indications très générales qu'il va falloir venir individualisé au niveau de l'entreprise. Mesures de sécurité, mais aussi accompagnement. Il va falloir informer, il va falloir former, il va falloir expliquer. Là, c'est sûr et certain que les services de prévention dans les entreprises vont avoir un rôle extrêmement important à jouer. En tant que référent, peut-être Covid-19, voire d'autres personnes, tout ça, ça va relever de la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation de sécurité. En deuxième lieu, une fois que l'employeur a effectivement rempli son obligation de sécurité et aussi cette actualisation, ça c'est aussi important, alors peut-être il pourra utiliser, et il devra même utiliser le pouvoir disciplinaire à l'appui de l'obligation de sécurité, si par exemple des salariés ne respectent pas les consignes qui sont données dans ce cadre sanitaire particulier. Donc, vous retrouverez ici, donc prendre des mesures de sécurité, des instructions adéquates, c'est bien prendre des mesures et pas simplement des recommandations. On entend dans les entreprises où il y a eu, moi je vois, il y a certaines entreprises qui, les salariés, les collaborateurs, comme on dit maintenant, ont reçu des recommandations où l'employeur va dire, nous vous recommandons. Non, ça doit aller au-delà. Ça doit aller au-delà. Si on reste au niveau de recommandation, mais quelque part, l'employeur, il ne remplit pas son obligation de sécurité. Et donc, peut-être, en tout cas, il y a de fortes présomptions pour que le droit de retrait soit considéré comme étant légitime si l'employeur ne fait pas sa part. Donc, des mesures adaptées, respectées par tous, et y compris sur la durée, c'est ce que je disais tout à l'heure, et pas seulement dans la semaine de reprise. Donc, il va y avoir une vigilance aussi à apporter individuellement, mais aussi collectivement, via les représentants du personnel et via tous les acteurs dans l'entreprise. Donc, est-ce qu'on est un salarié? Est-ce qu'il est isolé face au droit de retrait? Alors,
Oui, dans un certain sens, on l'a vu, puisque juridiquement, c'est lui qui porte l'appréciation et la responsabilité de l'exercice de son droit de retrait. Mais non, il n'est pas tout seul parce qu'il y a effectivement des représentants du personnel, donc le CSE, éventuellement la commission santé et sécurité, les représentants de proximité, qui, vous le savez, vont pouvoir élargir et conforter cette appréciation individuelle par une investigation générale d'une situation de danger grave et imminent potentiel en exerçant des procédures d'alerte. Et je parle bien des procédures d'alerte. Il y a celle, effectivement, de l'article L 2312-60 du Code du travail qui vise le danger grave et imminent, mais également à l'article 59 de la même section qui vise l'atteinte à la santé physique et mentale des salariés. Alors, très rapidement, et ce n'est pas l'objet ici de ce webinaire-là, mais se pose la question du comment. En tout cas, on invite effectivement les représentants du personnel à anticiper sur leur communication, soit via leur site internet s'ils en ont un. N'hésitez pas à mettre des informations pratiques à l'attention des salariés, parce qu'un salarié qui va reprendre le boulot va peut-être effectivement aller voir sur le site et venir dire, moi, si je veux exercer un droit de retrait, ou si, à qui je peux m'adresser, quand je vais pouvoir le faire, comment est-ce que je vais pouvoir le faire. Ou éventuellement, s'il n'y a pas de site, si on a un espace qui a été ouvert et autorisé par l'employeur sur l'intranet de l'entreprise, également communiquer et valoriser aussi ce qu'on a éventuellement à apporter au regard de l'employeur pour justement ouvrir vers ce débat collectif. Et puis aussi, on vous encourage à anticiper et à vous préparer sur les différents outils juridiques qui, je l'ai rappelé en introduction, ont fait l'objet de beaucoup d'amendements et beaucoup de modifications, que ce soit sur la convocation des réunions de CSE, que ce soit sur la tenue des réunions, que ce soit sur les délais de consultation. Bref, il faut être au taquet, il faut être préparé pour pouvoir accompagner les salariés dans l'exercice de leur droit de retrait. Et puis, ne pas oublier non plus qu'il y a des acteurs externes, les services de santé au travail, la CARSAT, les organisations syndicales, l'inspection du travail, le site de l'INRS, vraiment, on vous invite à aller le consulter. Je sais que Muriel mettrait souvent sur le site des informations, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant, les ARAC, les ANAC, etc. Et donc, en conclusion, parce que j'ai beaucoup parlé, et j'espère qu'on va pouvoir répondre, entamer un débat par le biais de vos questions. Donc, en conclusion, le droit de retrait, c'est sûr, il n'a pas disparu. En tout cas, à ce jour, il n'a pas disparu du paysage juridique. Mais c'est sûr que l'exercice va être un peu plus délicat, encore plus délicat qu'habituellement, parce qu'il va falloir, à la situation habituelle de travail, ajouter toutes ces précautions sanitaires qui vont être prises, pas suffisamment prises, etc. Et en tout cas, ce droit de retrait, avant et encore plus aujourd'hui, ne doit pas être utilisé, nous semble-t-il, comme une menace à l'égard de l'employeur ou comme d'un rapport de force stérile, mais véritablement comme un outil qui va faire prendre conscience de la situation et de l'enjeu de la santé et sécurité au travail pour faire cesser un danger grave et immédiat, un danger grave et imminent immédiat, mais aussi pour finalement tirer des conséquences en termes de prévention et faire avancer la culture de la santé et sécurité dans l'entreprise. Voilà, j'en ai pour ma part terminé. Eh bien, merci Annick. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on a eu énormément de questions, bien sûr, pendant ton intervention. Alors, quelques-unes, effectivement, qui anticipaient tes réponses, et puis d'autres, effectivement, qui restent posées. Alors, je vais devoir faire une sélection parce qu'on déborde déjà très largement du temps qu'on s'était imparti. C'est pas grave, c'est que le sujet était très intéressant. Alors, une première question de Sébastien, notamment, qui nous demande, peut-on utiliser son droit de retrait à plusieurs salariés pour donner, en fait, plus de poids à ce droit de retrait ? Alors, on l'a vu tout à l'heure, dans une situation identique, chaque individu peut prendre la responsabilité, effectivement, d'exercer son droit de retrait. C'est sûr que si plusieurs individus mis dans une situation identique vont considérer qu'il y a une situation de danger grave et imminent, ça va peut-être militer à plus particulièrement aller voir cette situation. Maintenant, attention, chaque individu va avoir son propre ressenti, sa propre manière de voir. Donc, prudence. Oui, ça peut effectivement venir pointer du doigt quelque chose, mais ça ne va pas forcément venir remettre en cause cet équilibre entre santé et sécurité et principe d'insubordination éventuelle. D'accord, merci Annick. Annick qui nous demande si un employeur peut mettre une autre personne à la place du salarié qui aurait exercé son droit de retrait.
sur le poste donc? Alors, c'est une bonne question par rapport à l'appréciation subjective. Maintenant, on a vu tout à l'heure que le droit de retrait, c'est une appréciation subjective de la situation, mais d'une situation objective qu'il va falloir aussi caractériser. Donc, venir finalement remplacer un salarié par un autre, alors, est-ce que ça va faire disparaître la situation de danger grave et imminent? Ça veut dire que ça ne peut pas être une mesure, à mon sens, immédiate. Il va quand même falloir aller voir et aller investiguer sur le terrain pour prendre la mesure de la situation. Parce que sinon, on va finalement remplacer on va remplacer un individu sur une situation de danger grave et imminent qui sera peut-être réelle, au-delà de l'interprétation subjective d'un salarié. Donc, je dirais, prudence, l'employeur ne peut pas interchanger comme ça les salariés de manière abrupte, sans aller faire un effort d'investigation auparavant. Enfin, une autre question de Cathy qui nous dit alors, que devons-nous respecter, les gestes barrières du gouvernement ou ceux de l'entreprise? Alors, c'est sûr que ce sont ceux de l'entreprise, puisque les gestes barrières du gouvernement donnent un cadre, et d'ailleurs les pouvoirs publics le rappellent, c'est un cadre général que les employeurs doivent prendre en considération. Après, il n'y a rien qui empêche effectivement d'avoir une connaissance la plus complète, et vraiment je vous invite à aller sur le site de l'INRS pour prendre connaissance là, de ce protocole de déconfinement, pour voir comment dirais-je, comment est-ce que l'employeur va le mettre en œuvre dans son entreprise. Et c'est là qu'il va falloir avoir une vigilance. Alors, c'est sûr que si par rapport au protocole global, national, ces indications qui sont données, on a manifestement des manquements dans la manière dont l'employeur va le mettre en œuvre, là, ça va être quelque chose qu'il va falloir porter à l'attention de l'employeur, vraiment en exerçant un devoir et une procédure d'alerte. Mais en tout cas, on est tenu effectivement de respecter ce qui est fait dans l'entreprise. D'accord. Enfin, peut-être une dernière question de Frédéric qui nous demande dans une école maternelle, par exemple, est-ce qu'une enseignante peut exercer son droit de retrait en considérant effectivement que venir, ça peut causer un préjudice et notamment des risques un risque pour la santé mentale des enfants qu'elle accueille par rapport au contexte assez anxiogène de la reprise? Alors, je dirais tout est possible. Il va y avoir autant de situations que d'individus et de circonstances. Mais voilà, d'où l'importance effectivement de bien finalement. Alors, c'est pas se justifier, c'est pas c'est simplement d'expliquer effectivement le fait qu'on va refuser de prendre une classe parce que il y a effectivement un contexte qui n'a pas été expliqué, mais peut-être voir aussi dans l'établissement, peut-être que le chef d'établissement va donner d'un certain nombre d'indications aux instituteurs et aux institutrices pour venir avoir une certaine attitude avec les enfants pour expliquer, pour informer, pour accompagner. C'est sûr qu'il va falloir prendre la mesure un petit peu de tout ça. Bien sûr. Bien, alors je suis désolée, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. J'ai essayé d'apporter quelques éléments de réponse aux questions qui étaient posées quand je le pouvais. Je sais qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. On essaiera effectivement de corriger peut-être le fonctionnement de des prochains webinaires pour pouvoir avoir tout ce flux de questions et pouvoir y répondre. Néanmoins, je tenais tous à vous remercier de votre participation active, que ce soit sur le chat ou sur le forum des questions. Je remercie bien sûr Annick pour cette intervention, à la fois parce que c'était une grande première et parce que le sujet, effectivement, était particulièrement d'actualité et aussi ardu. Et je vous rappelle à tous que nous entamons, donc ce premier webinaire était le premier d'une longue série, puisque nous en avons 6 autres qui arrivent courant mai. Le prochain, c'est lundi à 10h par maître Marie-Annick Gillet-Auquier, qui interviendra sur le Covid-19 et l'activité partielle. Questions-réponses sur ma situation en tant que salarié. Suivi mercredi d'un autre webinaire animé par maître Alexandre Barège sur l'obligation de sécurité. Et enfin, vendredi, par Aurore Maréchal, un webinaire sur le Covid-19 et la collecte des données de santé. Alors, je le dis parce que j'ai eu quelques questions là-dessus, sur effectivement l'employeur peut-il finalement m'astreindre à des examens de santé, à donner des résultats de prise de sang ou obliger une prise de sang. Eh bien, vous aurez ces réponses vendredi. Donc, rejoignez-nous très vite sur ce prochain webinaire. En attendant, portez-vous bien. Respectez bien le confinement, jusque lundi. Et pour ceux qui doivent reprendre le travail, très bon courage à tous et à très bientôt.
Merci Muriel. Au revoir.